Bonjour. On peut reprendre? Oui? Attendre une minute. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter, dans le cadre de la semaine des mathématiques, une présentation sur l'informatique décisionnelle et le concept, le phénomène de Big Data. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. Moi, contrairement à mon prédécesseur et ma successeur, je ne suis pas professeur, je viens du monde de l'industrie. Je suis consultant pour un éditeur de solutions informatiques dans le domaine du décisionnel, donc de la donnée. Donc je vais parler aujourd'hui de données et de comment ça marche et de comment on les utilise dans le monde professionnel, le monde de l'industrie, le monde des entreprises. Donc j'ai fait une petite slide pour me présenter, parce que ce qui est intéressant ici, c'est de vous montrer, comme le disait le président et puis mon prédécesseur, c'est que ma formation, c'est des mathématiques, comme vous pouvez le voir ici. Les mathématiques, ça s'applique à tous les domaines, et en particulier à l'informatique, oula, j'ai mal visé, et aux statistiques, donc à tout ce qui est analyse de données informatiques, traitement des données, analyse, etc. Donc, je vais commencer par vous présenter une introduction à qu'est-ce qu'une donnée numérique. C'est bon, tout le monde s'installe? Je laisse tout le monde finir de s'installer. C'est bon? Merci. Donc je vais commencer ma présentation par une introduction à qu'est-ce qu'une donnée numérique, comment fonctionne un ordinateur, un outil informatique pour traiter une donnée. J'espère que, enfin j'imagine que tout le monde connaît l'écriture décimale, l'écriture en base 10 qu'on utilise dans la vie courante, que les êtres humains utilisent dans la vie courante. J'ai choisi le nombre 2402. Tout le monde sait le découper comme la somme de 2000 plus 400 plus 0 plus 2, c'est-à-dire 2 fois 1000 plus 4 fois 100 plus 0 fois 10 plus 2 fois 1, et c'est-à-dire enfin une décomposition en puissance de 10, 2 fois 10 puissance 3 plus 4 fois 10 puissance 2 plus 0 fois 10 puissance 1, et enfin 2 fois 10 puissance 0. On appelle ça l'écriture positionnelle. Les 4 chiffres donc, qui sont écrits à l'écran, qui sont entourés en rouge, forment le nombre 2402. Voilà. Et donc, tout le monde connaît donc le décimal, l'écriture en base 10, c'est donc l'utilisation de 10 symboles. Les chiffres sont les chiffres arabes qu'on connaît tous, avec la décomposition que je viens d'expliquer. Mais moi, je ne vais pas parler de ça parce que les ordinateurs, eux, 10, c'est trop compliqué pour eux. C'est trop. Les ordinateurs connaissent que la base 2. Donc, l'écriture en base 2, on appelle ça le binaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'écriture binaire. Ça fonctionne le même principe que l'écriture décimale, sauf qu'au lieu d'utiliser la décomposition en 10, on utilise la décomposition en 2. Et en binaire, le nombre 2402, il s'écrit comme ça. Pour nous, c'est incompréhensible. Pour les ordinateurs, c'est facile à traiter. Il n'y a que des 0 et des 1. Donc, ça fonctionne sur le même principe si j'illustre. Le nombre de 2402, en fait, il vaut cette quantité. Il vaut d'abord 1 fois 2 puissance 11, et je descends jusqu'à 2 puissance 0, en mettant soit 0, soit 1, et j'obtiens parfaitement mon résultat. Donc ici, on a bien 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, et enfin 0. Si je fais le calcul, on a bien cette combinaison, si vous faites le calcul, et ça fait bien 2402. Donc j'ai bien les positions, les chiffres 0 ou 1 ici. Il y en a donc 12. Donc, vous pourriez me poser la question,
est-ce qu'on est sûr que tous les nombres entiers au moins, peuvent se décomposer comme ça? La réponse est oui, et puis ça peut faire un bel exercice pour vos professeurs, c'est assez simple à démontrer. Donc on peut écrire tous les nombres possibles avec des 1, des 0 et des 2. Donc maintenant que j'ai expliqué qu'est-ce que l'écriture binaire, je vais parler un peu plus d'informatique. Je vais laisser un peu les mathématiques de côté, sachant que tout ce que je vais raconter est lié de près ou de loin aux mathématiques, comme ça a été expliqué par mes prédécesseurs. Donc qu'est-ce qu'une donnée numérique? Les ordinateurs ne connaissent que les nombres, et uniquement écrits en binaire. Alors uniquement, je l'ai mis en italique parce que c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire que c'est vrai. Et l'objet de base d'un ordinateur, on appelle ça un binary digit, un bit. Tout le monde a déjà entendu parler de ce concept. Et c'est donc en fait un chiffre, digit veut dire chiffre, qui peut prendre seulement deux valeurs, comme je l'ai expliqué dans la slide précédente. Alors 1 ou 0 si on est plutôt du côté mathématique, mais en fait c'est plus mécanique que ça. On peut voir l'aspect logique, vrai ou faux, ouvert ou fermé, chargé, non chargé, si on parle en électronique. Voilà, c'est un élément qui peut avoir seulement deux états. Donc un peu de vocabulaire pour se mettre dans le bain. En général, les ordinateurs ne traitent pas les éléments bit par bit, mais par groupe de 8. On appelle ça un octet. J'imagine peut-être tout le monde a déjà entendu parler de ce mot. Tout le monde a déjà entendu parler? Oui. Bien. Et puis après, on regroupe par 10 les kilos, octets, les mégas, les gigas, les téras. Donc, les outils qui sont utilisés pour traiter ces objets électroniques, il y en a plusieurs. Donc les processeurs, les disques durs, la mémoire, c'est les éléments d'un ordinateur qui font les calculs, qui font les lectures-écritures, qui font le stockage. Vous connaissez aussi les clés USB, les CD-ROM, ça commence à dater, et puis jadis, au Moyen-Âge de l'informatique, on avait les disquettes. Tout ça, ce sont des éléments qui vont contenir des données ou les manipuler, faire des calculs dessus. Donc, si je reprends mon exemple, mon nombre 2402, comment ça fonctionne dans un ordinateur? Donc, je le rappelle, mon nombre 2402 en binaire, il vaut cette quantité, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Donc, l'ordinateur, il va mettre ses 0 ou ses 1 sur un bit, et en l'occurrence, il lui en faut 12, puisqu'il y a 12, 0 et 1 ici. Donc, un octet, c'est 8 bits, en l'occurrence, ça ne suffit pas. Donc, il faut en réserver un, et puis il faut en réserver un deuxième pour faire au moins 12. Et ensuite, à l'intérieur de chaque bit, il écrit la suite, qui correspond ici. Mais plus mécaniquement, on pourrait plutôt voir ça comme des cases, en fait, qui sont soit ouvertes, soit fermées. Alors si je devais rentrer dans le détail, mais là je maîtrise un petit peu moins le détail électronique, ça va plus être, on pourra plus voir ça comme des flux électriques ouverts ou fermés. Mais je rentre pas dans le détail. Donc pour l'ordinateur, le nombre 2402, en fait, c'est simplement une succession de cases ouvertes ou fermées, noires ou blanches, vraies ou fausses, actives ou désactivées, rangées par groupe de 8. Et ici, nous avons notre nombre, c'est en fait la suite de mes 12 bits, avec mes 0 et mes 1 à l'intérieur. C'est clair pour tout le monde ? Donc, puisqu'on est dans l'informatique, et avant de parler de ce qui se fait aujourd'hui, j'ai voulu mettre un petit historique pour resituer le contexte. Je ne vais pas forcément passer en détail l'ensemble des lignes qui sont à l'écran. Simplement, l'informatique, c'est pas si récent finalement. Je me suis rendu compte de ça en écrivant la slide ici.
hein, des groupes comme Microsoft ou Apple, qui sont aujourd'hui des acteurs ultra majeurs de l'informatique moderne, en 2015, voilà, ont déjà plusieurs dizaines d'années d'existence. Et on peut voir ici en gras les entreprises qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs de ce qu'on appelle, et de ce que je vais détailler plus tard, le big data. Donc l'informatique aujourd'hui, là où je veux en venir, ce que je veux vous raconter, par rapport à tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, les technologies qui aujourd'hui traitent les données et qui les stockent accessoirement, pour pouvoir les utiliser dans le temps, sont de plus en plus perfectionnées et de moins en moins onéreuses. Il faut savoir que le premier disque dur qui a été inventé par IBM dans les années 50, c'était 1 mégaoctet et il coûtait 10 000 $. Aujourd'hui, on vend des serveurs de plusieurs milliards de gigaoctets et ça coûte beaucoup moins cher. On peut vraiment exploser les capacités informatiques aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information. Donc, comme je dis, les ordinateurs aujourd'hui peuvent stocker et manipuler des quantités phénoménales de données numériques et ça change beaucoup de choses au niveau de l'industrie et de la société civile. Un petit chiffre que j'ai mis ici, en 2003, donc c'était déjà il y a 12 ans, c'est pas si récent que ça, 94% de l'information produite dans le monde est numérique. C'est-à-dire entrée informatiquement, comme je viens de l'expliquer, sur un ordinateur. Donc c'est considérable. Et tous les 2 ans, il se crée autant de données informatiques que depuis le début de l'humanité. Donc c'est une croissance tout à fait exponentielle. Et c'est ce phénomène d'expansion très forte, très massive, des données numériques dans le monde qu'on appelle Big Data. Data, qui sait ce que ça veut dire data en anglais? Comment? Date? Non. Ça veut dire la donnée. Une donnée. Donc big data, ça veut dire beaucoup de données. Beaucoup de données. Ça ne veut rien dire d'autre, big data. Hein. Si vous entendez parler dans les médias ou plus tard dans vos études, big data, ça veut simplement dire, dans le monde aujourd'hui, il y a de plus en plus de données numériques. On sait surtout mieux les utiliser. Et c'est ça qu'on appelle big data, c'est tout. Ça ne veut rien dire d'autre, ce n'est pas un outil, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un produit, c'est rien d'autre qu'un phénomène, une tendance, une mode, si vous préférez. Voilà, et donc du coup, les entreprises aujourd'hui, les entreprises puissantes, les entreprises informatiques, mais aussi les entreprises commerciales de la société civile, utilisent ces technologies donc à des fins commerciales, mais pas uniquement. À partir de maintenant, je vais vous montrer des exemples de ce qui se fait donc dans le monde, qui sont le fruit de mon expérience. Pour situer le contexte, moi je suis consultant informatique pour une société qui commercialise ce genre de solutions. D'accord ? Donc, de par mon travail, je me rends chez les clients pour mettre en place les solutions et du coup, je vais essayer de vous montrer ce qui se fait et les questions qui se posent par rapport à ça. Donc je vais commencer par... Donc c'est une succession d'exemples hein, de ce qui peut se faire dans le monde aujourd'hui. Je vais commencer par la grande distribution. Donc les sociétés de grande distribution aujourd'hui sont en capacité de récolter une foule d'informations sur leur activité commerciale. Et ça se traduit comment? Ça se traduit tout simplement par le fait que chaque transaction de chaque magasin, si on prend une chaîne de magasins en particulier, que nous ne citerons pas forcément, c'est stocké informatiquement dans le marbre. Donc quand vous allez au magasin, le magasin il sait tout ce que vous avez fait. Et puis il va réutiliser toutes ces informations, donc en particulier la date, l'heure, le lieu, même le numéro de la caisse, éventuellement le nom de la caissière, les détails sur tous les produits que vous avez achetés, leur prix, leur quantité, et puis si vous avez utilisé des promotions, etc. Tout ça est stocké, bien évidemment à l'échelle d'une grande chaîne de magasins sur un pays comme la France, ça représente des données colossales, et ça c'est possible depuis les années récentes.
Qu'est-ce qu'elles en font les entreprises concernées, les entreprises de la grande distribution? Ça leur permet bien évidemment une connaissance et une analyse très pointue du comportement des clients. Aujourd'hui, on est dans un contexte économique tendu, très concurrentiel, et le client, quand il vient acheter dans un magasin, il faut qu'il revienne, toujours et encore et encore. Pour ça, il faut lui donner envie de revenir, et pour lui donner envie de revenir, il faut le connaître, savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il fait, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et pour ça, les entreprises disposent d'un très grand nombre d'informations sur leurs clients. Qu'est-ce que ça permet également, toutes ces informations? Ça permet une amélioration considérable des procédures de gestion, contrôle de gestion. Moi, mon travail, je l'ai dit peut-être très brièvement au début, c'est l'informatique décisionnelle. Tout ça, on appelle ça l'informatique décisionnelle. Toutes ces informations, c'est de la connaissance, et ça permet aux entreprises de prendre des décisions. C'est très important. Alors vous allez me dire comment ils font les entreprises pour savoir que c'est vous, pour savoir qui est derrière. Alors quand vous vous présentez dans un magasin, vous avez la petite carte de fidélité. Donc ils savent que c'est vous, ils vous demandent tout un tas d'informations. Ça leur permet de recouper. Et puis maintenant, beaucoup de transactions commerciales se font sur Internet. Et sur Internet, vous êtes obligé de remplir des informations personnelles. Voilà. Et ça génère beaucoup de données, bien sûr, numériques, qui rentrent dans le cadre du phénomène Big Data. Donc c'était le premier exemple que j'ai choisi pour vous montrer ce qui se passe aujourd'hui, même si ça, c'est pas forcément extrêmement récent. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est les opérateurs de télécommunications. Donc évidemment, vous vous doutez bien, par exemple une entreprise comme France Télécom brasse également énormément de données. Tous les usages de tous les clients sont stockés et utilisés. Alors elles ne sont pas forcément utilisées à des fins purement commerciales, voire vénales. Elles sont utilisées surtout pour l'analyse du churn. Le churn, c'est, contrairement à une entreprise de distribution, c'est le client, une fois qu'il est chez nous, il ne faut pas qu'il s'en aille. Donc, par rapport à tous les comportements, les entreprises vont tout faire pour pas que vous partiez à la concurrence, et pour ça, elles utilisent de très grandes bases de données qu'elles recoupent. Et derrière, on utilise des modèles mathématiques que mes collègues mettent au point pour faire des analyses statistiques, des analyses de probabilité sur la probabilité qu'un client parte ou ne parte pas, le risque. C'est ça qu'on appelle l'analyse du churn. Mais les données de télécommunication ne sont pas forcément utilisées à des fins purement commerciales, notamment les données de géolocalisation. Quand vous passez un coup de téléphone, l'endroit où vous êtes est enregistré par l'opérateur. Et ces informations sont utilisées par les organismes économiques pour des études d'urbanisme ou d'implantation. Voilà. Un autre exemple qui est le fruit de mon expérience personnelle, c'est le géomarketing. Le géomarketing, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui avec les nouvelles technologies numériques. Donc je vous donne un exemple vaut mieux qu'un long discours. On souhaite donc diffuser un nouveau produit, par exemple la 4G, tout le monde connaît la 4G, oui. Et donc imaginons que j'ai une carte de France totale avec mes clients. Mes clients ici qui habitent à certains endroits, j'ai leurs adresses bien sûr. J'ai même les coordonnées géographiques exactes. Et puis imaginons que j'ai implanté une antenne 4G ici, et puis une antenne 4G ici, et puis que les deux octogones que j'ai mis représentent la couverture. Je souhaite communiquer à mes clients ce nouveau service. Évidemment, je ne vais pas communiquer à mon client qui habite là qu'il y a la 4G, parce que lui, il n'est pas concerné. Donc en termes de communication, ce serait une mauvaise chose. Donc je souhaite déterminer les clients qui sont dans les deux octogones. Aujourd'hui, on est capable de faire ça, donc il faut vous imaginer que sur la France entière, et avec on appelle ça des figures, on appelle ça des shapes, qui sont fournis par les directions techniques, on est capable de calculer les clients concernés
et non concernés. Je ne vais pas rentrer dans le détail géométrique, hein, c'est pas le lieu de ma présentation, c'est plus pour mes collègues. Mais voilà ce qui est possible, et vous vous imaginez bien les capacités informatiques énormes qu'il faut pour faire ça. Donc un exemple de ce qui est fait, maintenant ce qui est possible de faire avec les nouvelles technologies de l'information. Le troisième exemple que je vais utiliser, il est très intéressant, c'est EDF, RDF, vous connaissez tous, qui fournit l'électricité à tous les Français. EDF a mis en place depuis quelques temps, donc c'est en train d'être mis en place, des nouveaux compteurs électriques qui calculent toutes les 10 minutes le relevé électrique, et non plus tous les 6 mois comme c'était historiquement. Vous imaginez bien que ça représente une masse d'informations énorme. À terme, ça va représenter donc 2000 milliards de lignes par an, 2000 milliards d'informations par an à analyser, à stocker sur un ordinateur, sur un serveur de données, et à analyser par EDF. Voilà, ça par contre, c'est tout récent, c'est en train d'être mis en place chez EDF. Et donc du coup, ces technologies informatiques, on voit bien quand même le saut entre 2 fois par an et toutes les 10 minutes, permettent donc une grande valeur ajoutée à EDF, parce que ça leur permet d'adapter de manière très précise la consommation des clients, leurs habitudes, leurs comportements, par rapport à la production. Donc au niveau temporel et aussi au niveau géographique. Alors qu'avant, ils n'avaient que un chiffre tous les 6 mois, c'était extrêmement peu précis. Et puis de l'autre côté, ce qui est vendu bien évidemment, c'est les répercussions pour les utilisateurs qui peuvent, soi-disant, connaître mieux leur consommation et puis faire des efforts, travailler sur leur comportement. Voilà. Donc ici, c'est un exemple totalement factice, bien sûr, de ce que pourrait être une courbe. Tous les jours, on aura une telle courbe pour toutes les maisons en France. Donc ça fait énormément de données. Et les mathématiques derrière interviennent pour estimer, pour modéliser le comportement des gens, des foyers français, au niveau de leur consommation électrique. Voilà. Alors, ce que je voudrais bien dire maintenant, c'est que, ayant des vertus revendiquées et approuvées, bien sûr, ces pratiques posent des questions de respect de la vie privée. Vous vous imaginez bien qu'en sachant ce que consomme comme électricité un foyer, on sait énormément de choses sur eux. Donc j'ai parlé de mes 3 exemples de la société civile qui utilisent les nouvelles technologies de l'information. Il y a d'autres secteurs d'activité, rapidement, pharmaceutique. En pharmaceutique, je sais que Sanofi, notamment, utilise les fonctions d'analyse Big Data pour prédire les épidémies et analyser les symptômes. Ils utilisent pour ça le réseau social Twitter, que vous devez peut-être connaître, ou pas. Vraiment, oui. Voilà, donc Twitter met à disposition les données de tous les utilisateurs dans le monde, et les laboratoires pharmaceutiques utilisent ces informations, les mâchent, les analysent, les recoupent pour faire des modèles de symptômes, analyser les symptômes selon des axes temporels et géographiques. On utilise également les grandes bases de données pour l'optimisation et la régulation des transports, notamment chez Air France, SNCF, le STIF, etc. Et puis bien sûr, les nouvelles technologies de l'information sont utilisées dans la sécurité nationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on en a beaucoup parlé dans le débat public ces derniers temps. Alors, les nouvelles technologies de l'information, donc j'ai dit, permettent désormais le stockage et l'exploitation d'immenses masses de données numériques, mais en termes de métier, en termes de vie publique, tout ça c'est toujours plus d'informations. Et on voit comment les entreprises, la société civile peut les utiliser à plus ou moins bon escient. Et donc, j'ai fait une slide sur Big Data, la question morale. Peut-être vous êtes un tout petit peu jeune pour vous poser ce genre d'état d'âme, mais c'est quand même très important.
toujours plus de données, et surtout toujours plus de données indélébiles. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, c'est très facile, et puis c'est même la plupart du temps gratuit, de produire dans l'information numérique. Vous le savez tous, on le sait, j'en ai parlé. Mais chaque usage de ces technologies peut avoir un effet pervers. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, je donne des exemples ici. Google, Facebook, que vous connaissez tous, propose des services extrêmement attractifs pour tout le monde. C'est gratuit, c'est bien, ça donne envie à tout le monde. Mais derrière, ça pose quand même de graves questions de manipulation et de contrôle. Savoir que Google, qui met à disposition donc un client de mail, a permis à la police américaine d'arrêter un criminel qui décrivait ses crimes par Gmail. La police n'avait absolument pas accès à ces informations, mais Google, eux, ils ont. Donc du coup, ça a permis de l'arrêter. C'est bien, mais ça laisse imaginer ce que pourrait faire Google potentiellement, sachant que des milliards de gens utilisent ces boîtes mail et les produits de cette entreprise. Facebook, c'est pareil. Pour ce qui est de la grande distribution, on vous promet des avantages commerciaux, mais derrière, c'est comme de l'ingérence, c'est du marketing agressif. Pour EDF, il y a des motivations écologiques, économiques, mais ça pose quand même de graves questions de violation de la vie privée. Et puis, bien sûr, alors vaste débat, la sécurité versus les abus totalitaires, c'est en plein dans l'actualité. Et tout ça, c'est permis par les nouvelles grosses entreprises informatiques. Et puis il y a l'aspect écologique aussi, dont peut-être peu de gens ont conscience. J'ai vu ce chiffre. Les 4 entreprises qui sont citées ici consomment autant d'énergie qu'un pays comme l'Allemagne, ce qui est considérable. Donc quand on vous dit que l'informatique c'est écologique, c'est juste faux. Voilà. Donc tout ça, ça pose des questions qui sont intéressantes, des questions qui dépassent totalement les mathématiques, n'est-ce pas? Mais les mathématiques sont le vecteur de telle technologie. Donc, ils sont concernés. Voilà. Et puis j'ai mis un dernier chiffre qui relativise un petit peu tout ça, pour rappeler que on garde le contrôle finalement sur tout ça. La moitié des 130 milliards de mails reçus par les Français en un an n'est jamais ouvert. Voilà, donc c'est juste pour dire que on garde quand même le contrôle sur tout ça et qu'il faut arriver à prendre du recul. Donc j'en ai terminé avec ma présentation, avec juste une phrase de conclusion pour dire que les mathématiques, alors j'en ai pas beaucoup parlé, cela dit, sont quand même à l'origine, comme je l'ai montré, algébriquement. Un ordinateur ne connaît que les nombres, mais ils sont aussi à l'aboutissement. Toutes les fonctionnalités que j'ai décrites dans les entreprises d'aujourd'hui sont des applications des mathématiques, les statistiques, l'estimation, le recoupement géométrique, etc. Voilà, et puis finalement pour conclure, la masse d'informations générées par ces technologies ont une indiscutable valeur ajoutée pour la société, ça tout le monde le voit, et bien sûr elle est vendue à longueur de temps. Par contre elle pose des questions morales, dont la société n'a pas forcément conscience. Donc j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous propose d'écouter vos questions si vous en avez, sinon je vous remercie de votre attention.